Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Ce n'est plus le temps des cathédrales. Oui, il est venu le temps des cathédrales. Mais ce qui est venu encore plus fort, c'est le temps des producteurs. Il est venu le temps des producteurs. Mais ça veut dire quoi ? Eh bien, c'est un prochain livre qui va paraître très bientôt de Tatiana Ventose. Moi, je suis très heureux de retrouver Tatiana Ventose. On l'avait reçue ici à l'émission en 2019 pour un bouquin qu'elle avait écrit avec Greg Tabibian. Jusqu'ici, tout va très mal. Alors, Tatiana Ventose, je rappelle, vous êtes animatrice, vous êtes cofondatrice, vous avez 2 chaînes sur YouTube, le Fil d'Actu et le Tatiana Ventose, sacrifiant aussi au culte de la personnalité qui nous anime tous. Alors, dites-moi, jusqu'ici, tout va très mal. Alors, jusqu'ici, en 2024, donc là, c'était il y a 5 ans, jusqu'ici, tout va un peu mieux ou tout va toujours très mal, Tatiana Ventose ? Ça a continué de se dégrader, puis à une vitesse encore plus importante que en 2019. Enfin, là, moi, vous me parlez du livre « Jusqu'ici, tout va très mal ». J'ai l'impression que c'était dans une autre vie où tout allait bien. Ah bon, d'accord. Ah oui, depuis, vous voulez dire que par rapport à ça, aujourd'hui, tout va... c'est plus la chute, c'est l'effondrement, oui. C'est l'effondrement. Oui. Et l'effondrement qui est dû d'ailleurs à l'effondrement de la production, ça tombe bien. Alors justement, on va en parler de ça. Parce que moi ce qui m'intéresse, c'est aussi de parler à la rebelle, à la polémiste et à la citoyenne Tatiana Ventose, avant de parler du livre, et on va parler du livre parce que vous êtes battu pour ce livre, hein. Aujourd'hui, l'édition, c'est un sport de combat, et y compris publier un certain nombre de choses qu'on a envie de dire, et parce qu'elles sont dissidentes, ça marche pas très bien. Quand vous dites quand même l'effondrement, vous voulez dire quoi ? Je veux dire, par rapport à ce qui se passe dans notre pays, peut-être ailleurs aussi. Quel est votre ressenti, quelle est votre analyse sur ce qui se passe ? Je parle surtout de l'effondrement de toutes les structures qui faisaient que la France était un pays, alors c'est même plus un grand pays, on n'en est plus là, on en est à la possibilité de produire les biens dont on a besoin, dont les Français ont besoin pour survivre au quotidien. Mais on ne les produit plus ? Non, mais depuis les années 70, on a arrêté de... Vous savez, la classe dirigeante qui s'est établie au pouvoir dans les années 1970, elle a commencé par délocaliser les usines, en nous disant aux Français que désormais ça allait être les Chinois, ensuite les Roumains et les Polonais qui allaient produire pour nous, et que nous on allait rester les fesses assises dans des chaises de bureau, et que on allait tertiariser. Les fesses assises dans le giron du tertiaire. Exactement, la tertiarisation de l'économie. Et de ce fait, on s'en est rendu compte quand même de manière assez criante ces dernières années. On ne fabrique plus rien et on manque de tout. La France manque de tout. Elle manque de médicaments. Elle manque aujourd'hui même de tout ce qui est pièces de voiture. Pourtant, nous avons encore des ressources. Mais par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Le bois, on l'exporte en fait. On l'envoie en Chine. Le bois, vous voulez dire nos forêts, etc. Nos forêts plantées il y a plusieurs centaines d'années dans le cadre de politiques planifiées justement pour les générations futures. Eh bien, à l'heure actuelle, nos forêts sont sacrifiées, nos forêts de feuillus, des chênes, des châtaigniers magnifiques qui sont rasés et envoyés en Chine pour faire des parquets pour les Chinois fortunés. Et puis si on a de la chance, il y a quelques petits trucs qui vont nous revenir sous forme de meubles un peu pourris, quoi. Mais c'est ça. Et puis, qu'est-ce qu'on met sur les terrains ? Des panneaux photovoltaïques. On met quoi ? On met des panneaux photovoltaïques et puis des éoliennes. Et puis la boucle est bouclée. Oui, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Mais en même temps, écoutez, si j'étais... je ne suis pas un adepte du libre-échange, je vous dirais, mais attendez, Tatiana Ventose, vous êtes sympa, mais en attendant, on exporte aussi. Effectivement, on exporte. Voilà, mais aujourd'hui, on est dans un monde unifié et c'est comme ça que fait le commerce international. Et vous dites quoi ? Là, je dis qu'il y a 2 grosses bêtises dans ce que me dirait le partisan du libre-échange, puisque déjà, on exporte de moins en moins, puisqu'on produit de moins en moins. Notre balance commerciale est déficitaire et le déficit se creuse de plus en plus tous les ans. Même au niveau alimentaire, aujourd'hui, si notre balance commerciale agricole est excédentaire, c'est uniquement grâce au commerce de vin et de spiritueux. Et les parfums, quand même. N'oubliez pas les parfums. Mais ça se boit pas. Je sais pas vous, mais moi, j'en bois pas. Non, je veux dire que c'est toujours une force d'exportation, quoi. Oui, mais on fait pas tourner un pays avec des produits de luxe. On fait tourner un pays avec de la nourriture, avec de l'énergie, avec des pièces de voiture, avec des médicaments, avec des meubles, du textile, avec toutes ces choses en fait dont on a besoin pour assurer la survie d'abord. Si on peut faire du luxe en plus, alors moi, il n'y a pas de problème que les Chinois peuvent nous acheter. Mais d'abord qu'on commence par arrêter de leur refiler nos forêts à des prix 5 fois inférieurs au prix du marché.
Alors justement, vous dites les producteurs. Les producteurs, mais il y a des producteurs très différents. Comment vous voulez... C'est vrai, la question... j'ai pas encore lu votre livre, on va en parler, parce qu'on va parler aussi de la manière dont on peut vous aider pour votre livre. C'est très bien de dire cela, mais comment on unit les producteurs? Comment les producteurs peuvent devenir une force politique? Parce que vous savez très très bien que ça n'a jamais été. Ou alors on remonte à 1789 et encore une force politique. Comment on fait? Comment on fait? Là, c'est pas à moi tant de le décider, en fait. C'est justement aux producteurs. Mais comment on fait? Vous avez des idées là-dessus? Parce que si vous voulez qu'on revienne le temps des producteurs, il faut que les producteurs c'est pas que je le veux, en fait. C'est que c'est mon analyse que la France... aujourd'hui, est gouvernée par une classe qui a trahi le peuple français, qui a sacrifié la France sur l'autel du libre marché pour servir ces nouveaux maîtres que sont... mondialisants. Oui, bien sûr. La bourgeoisie financière qui avait tout intérêt dans l'instauration d'un libre marché mondial. Donc, à partir de ce moment-là, il faut commencer déjà par regarder la réalité en face et prendre acte de cette trahison. Et du fait que ces gens ne redeviendront jamais patriotes, ils ne peuvent plus revenir en arrière. On ne rembobine pas l'histoire, si vous voulez. Donc à partir de ce moment-là, en fait, il y a deux issues. On va être très clair. La première, c'est on continue comme ça, on laisse cette classe dirigeante au pouvoir et les gens qui la servent dans les sièges de toutes nos institutions. Et auquel cas, on va continuer à faire baisser notre production. Là, d'ailleurs, ils sont en train de délocaliser notre agriculture. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec la guerre en Ukraine. S'ils veulent pas lâcher sur l'Ukraine, c'est pas parce que nos intérêts géostratégiques sont menacés, c'est parce que il y a des terres agricoles très riches et qui veulent pouvoir... Mais qui appartiennent quand même à des grosses multinationales. Bien sûr, d'où la bourgeoisie financière, exactement. La classe dirigeante mondiale. BlackRock et compagnie, qui exactement, BlackRock, Vanguard, des fonds d'investissement qui possèdent aussi d'ailleurs... un certain nombre de terres agricoles en France, je le rappelle, et qui y mettent des champs de panneaux photovoltaïques, comme quoi ça rapporte. Donc soit on va continuer à faire s'effondrer la production, et auquel cas on va mourir, soit les producteurs trouvent un moyen d'endosser la responsabilité, qui est leur responsabilité historique aujourd'hui, et c'est de reprendre le contrôle de la France et de l'organiser autour de la question de la production. Quels sont les besoins ? Quels sont les besoins des Français? De combien de blé avons-nous besoin? De combien de pièces de voiture? De combien de médicaments avons-nous besoin? Et comment on y arrive? Et auquel cas, on a une chance de s'en sortir. Mais ça va demander... ça va être dur. Il faut une planification aussi pour ça. Ça, c'est le plan. Oui, il faut un plan. Mais alors, justement, petite contradiction quand même, petite. Pas tellement petite que ça. Quand vous dites producteurs, vous savez qu'il y a des producteurs agricoles français qui achètent aussi en Ukraine. C'est-à-dire qu'il y a producteurs et producteurs. Ce que vous parlez des producteurs, est-ce que c'est pas les petits contre les gros? Parce que les gros, dans n'importe quel domaine, ils ont intérêt, eux, à la mondialisation. Parce qu'on va prendre notre part du marché. Et c'est toute la contradiction, là. Oui, mais les gros qui possèdent les terres en Ukraine, c'est pas des producteurs, c'est les propriétaires des moyens de production. C'est pas tout à fait la même chose. Ils ne produisent rien. Ils possèdent les outils ou les terres ou les ressources via lesquelles ils font travailler d'autres personnes à qui ils extorquent le fruit de leur travail. Je veux dire, voilà. Donc ce ne sont pas des producteurs. Par contre, effectivement, ils ont une place centrale dans la production. C'est clair. C'est eux qui possèdent les outils qui nous permettent de produire. Mais par contre, ce ne sont pas des producteurs. Moi, ce que j'entends par producteurs, ce sont les personnes qui travaillent dans des emplois de production directe. Qu'ils soient effectivement... qui sont producteurs au sens le plus littéral du terme. Absolument. C'est ça. Et alors, justement, on va prendre le temps d'en parler, d'inventorier tout ça. Et quand vous dites que revienne, en tout cas, il est revenu le temps des producteurs, est-ce que producteurs aujourd'hui... parce qu'on le voit très très bien est-ce que producteur aujourd'hui, est-ce que ça s'applique à tous les domaines pour vous, de la vie économique, de la vie... Non, ça s'applique surtout au domaine matériel. Je veux dire, vous et moi, on pourrait considérer qu'on produit de la pensée, des analyses, etc., mais je ne nous considère pas comme des producteurs, si vous voulez. Pour moi, sont producteurs les personnes qui travaillent directement dans le processus de production. Par exemple, un agriculteur, il est producteur. Un ouvrier, il est producteur. Un ingénieur, ça dépend s'il est ingénieur sur de l'intelligence artificielle, c'est peut-être encore une autre question, mais disons que voilà, tous les gens, et ainsi que toutes les personnes qui travaillent dans l'acheminement
des biens produits. Parce que, évidemment, on peut produire tous les biens qu'on veut, s'ils restent entassés quelque part dans un hangar, ça sert à rien. Donc voilà. Toute la chaîne, enfin, vous voulez, production, consommation, etc. Ça s'arrête aux consommateurs. Voilà. Non, mais je veux dire, les gens qui transportent les produits, etc. Mais c'est très intéressant. On va reprendre juste après cette petite pause. Vous avez expliqué comment, effectivement, l'histoire des producteurs, comment ils peuvent, justement, de quelle manière ils peuvent devenir une force. Encore faut-il qu'ils en aient conscience. On va parler. Oui. Et là, il est venu le temps des producteurs de publicité. On marque une courte pause sur Sud Radio et on se retrouve dans un instant au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. On a une grande famille sur Sud Radio et je suis très très fier d'en faire partie. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Après avoir écrit On vaut mieux que ça, en 2016, chez Flammarion, après avoir écrit Jusqu'ici tout va très mal avec Greg Tabibian, chez Plomb, Antidote au chaos politique. Alors, le chaos politique, il se porte bien, hein. Oui. Merci. Alors, revenons aux producteurs. Qu'est-ce qu'on était naïfs à l'époque. Non, oui, c'est pas mal d'être naïf à un moment donné. Oui. Après, on retrouve la lucidité. Peut-être, quelque part, ou non. Mais Tatiana Ventose, en fait, excusez-moi, vous ressuscitez, et pourquoi pas. Elle n'est jamais morte complètement, la lutte des classes. Je veux dire, les producteurs, ce sont ceux qui travaillent. C'est bien ça, ceux qui travaillent. Tous les gens qui travaillent ne sont pas forcément producteurs. Oui, mais pourquoi alors? Ça m'intéresse quand même. Pourquoi vous excluez la pensée, l'information, etc. Pourquoi, par exemple, Karl Marx... Pas seulement. Je ne les exclus pas, en fait. C'est que, simplement, dans le processus de production, ils ne sont pas fondamentaux. C'est tout. Nous, vous et moi, il peut y avoir une société sans André Berkoff et sans Tatiana Ventose. Il ne peut pas y avoir de société sans les gars qui produisent l'électricité et qui produisent la nourriture. Voilà, c'est tout, en fait. C'est pas pour nous exclure par volonté de discriminer. Non, mais attendez... mais j'exclus, vous inquiétez pas, j'exclus aussi les profs, les infirmières, tous les métiers de service, il n'y a pas de problème. Vous excluez les profs et les infirmières. Ils n'ont pas de place fondamentale dans le processus de production. Après, je ne dis pas qu'ils ne sont pas essentiels à la société. Oui, vous n'en faites pas un jugement de valeur. Ah non, pas du tout. C'est ça. Non, je parle vraiment factuellement dans la production. Eh bien, encore une fois... Oui, mais d'abord, les cimetières, on le sait, sont remplis de gens irremplaçables. Mais simplement par rapport à ça, mais je vais vous dire... alors vous dites, oui, ce qui compte, l'électricité, les produits, tout ça. Mais on pourrait être dans un état parfaitement fasciste, ou totalitaire, ou Pol Pot, ou extrémiste. Les producteurs seraient les producteurs. Ils auraient leur place. C'est-à-dire que moi, j'élimine... Non, mais je fais exprès de vous. Oui. J'élimine tous les gens qui sont comme vous, d'ailleurs. Le but, c'est pas de les éliminer. Le but, c'est pas de les éliminer, c'est de remettre les choses un petit peu, de remettre un peu l'église au milieu du village, si vous voulez. Oui. C'est-à-dire que aujourd'hui, ça fait 50 ans que les producteurs ont été effacés de l'histoire. C'est comme s'ils avaient disparu. Est-ce que vous savez qu'encore aujourd'hui, il y a 20% d'ouvriers en France? Quand est-ce qu'on les entend? Qui parle d'eux? Qui parle pour eux? Qui leur parle? Ne serait-ce que ça, qui parle de ce qu'ils vivent? Personne. Dans les années... ce qu'on appelait la classe ouvrière. Oui, si vous voulez, appelez-la comme ça. L'adresse. Elle n'a pas disparu par elle-même, elle a été écrasée en fait. Elle a été écrasée, elle s'est retrouvée chassée en plus géographiquement hors des centres-villes des métropoles. Donc elle s'est retrouvée concentrée dans ce qu'on appelle... des appartements, etc. Oui, et puis par la concentration des jobs à haute valeur ajoutée, mais totalement improductifs dans les grandes villes. Vous comparez ne serait-ce que la sociologie du travail à Paris de celle d'un village de la Creuse, on n'est pas dans le même monde en fait, on n'est pas sur la même planète même. Et en essayant d'éradiquer en fait les producteurs du paysage public, pas juste du paysage politique, mais ils ont carrément essayé de prétendre, la classe dirigeante, les médias, les intellectuels, ont tous embrassé cette espèce de nouvelle société où finalement on n'allait plus besoin de rien produire, où les Chinois et les Roumains allaient produire pour nous, et puis on allait tous devenir des espèces d'oisifs, voilà. Et puis conseiller en communication, s'il vous plaît. Consultant. Je soyez un peu précise, Tatiana Ventose. Oui. Non mais du coup vous voyez très bien ce que je veux dire. Le but n'est pas d'éliminer en fait
qui que ce soit, et encore heureux, parce que oui, comme vous le dites, effectivement, il y a des régimes où... On connaît les régimes qui éliminent. Non, mais restons sur les producteurs. Mais par contre, de redonner aux producteurs, enfin, c'est même pas de redonner, en fait. Moi, je ne fais qu'établir un constat, si vous voulez. Je ne fais qu'établir le constat de l'évolution historique du système dans lequel nous sommes et qui est en train de s'écraser au sol. Je n'appelle personne à faire quoi que ce soit. Je dis que c'est inéluctable, en fait. Et que si ça n'arrive pas, nous allons tous mourir, producteurs et non producteurs. Oui, vous voulez dire que c'est un système qui a amené à l'effondrement. Mais vous voyez bien que tout découle de la production. Oui, mais alors vous Parce que si on ne produit pas de richesse, comment est-ce qu'on paye les profs? Comment est-ce qu'on paye les policiers? Comment est-ce qu'on paye les infirmiers? Comment est-ce qu'on met en place une structure médiatique? Vous voyez ce que je veux dire? Tout découle de là. Et ça, c'est l'éléphant dans la pièce. Et on nous l'a fait oublier. Sauf que je pense qu'on en est arrivé au stade où aujourd'hui, ce sont les gens qui ont essayé de faire oublier aux Français à quel point la production est essentielle. Ce sont eux qui ont fini par l'oublier. Et qui, en faisant cela, se sont rendus faibles. Prophétie autoréalisée. Ah oui, complètement. Mais dans les campagnes, dans les petites villes, les gens, ils n'ont pas oublié ce qu'ils doivent, ni aux agriculteurs, ni aux ouvriers, ni à tous les producteurs. Et quelque part, si vous voulez retrouver quand même, je le dis, une conscience de classe. Que les producteurs aient conscience d'eux-mêmes. Parce que, est-ce que les producteurs n'ont pas oublié aussi, franchement? En tout cas, un certain nombre. Ça a failli, ouais. Ça a failli. Après, moi, je pense que, par exemple, la révolte des Gilets jaunes, elle a amorcé les prémices, en fait, de cette classe qui issue, en tout cas, qui s'est retrouvée expulsée et exclue des représentations, exclue géographiquement des métropoles, qui s'est retrouvée dans la France périphérique et qui a dit, vous vous rappelez le slogan, on est là. C'était ça, c'était on existe. Donc c'est bien, pour moi en tout cas, c'était déjà les prémices de quelque chose. Et là, la continuation avec le mouvement des agriculteurs, j'ai pas besoin de vous expliquer en quoi c'est des producteurs. Hein. Oui. Mais est-ce que et ils sont peut-être plus très nombreux, mais à 400 000 tracteurs, ils bloquent Paris et les élites, elles sont comme ça. Oui, mais à 400 000 tracteurs, ils sont retournés chez eux quand on leur a dit qu'on va négocier. Oui, mais rien n'est terminé là. Hein. Ils sont pas calmés pour autant. C'est juste qu'il fallait qu'ils rentrent s'occuper des bêtes. Ça, c'est clair. Il n'y avait plus qu'une partie de la famille pour le faire. Mais quand vous dites, Tatiana Ventose, justement, les producteurs, et vous parlez des producteurs, on est bien d'accord, matériellement, c'est-à-dire ceux qui oui, pas des producteurs de cinéma, effectivement. Oui, on a bien compris. Alors, c'est intéressant parce que je voudrais qu'on parle aussi du fait que, mais on va en parler après une toute petite pause, on reviendra là-dessus, justement parce que c'est un autre problème que vous ne traitez peut-être pas dans votre livre, mais encore une fois, mais c'est les conditions de publication d'un livre comme le vôtre aujourd'hui. Je crois qu'il faut en parler, non, mais ça me paraît important, parce que je trouve que vous savez, la liberté, elle ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Et quand on commence à s'auto-censurer, quels que soient les domaines, même si encore une fois on n'est pas d'accord et on est peut-être loin d'être d'accord, ça me paraît extrêmement dangereux on parle de démocratie du matin au soir, mais c'est quoi la démocratie? Vous savez, c'est ce que disait, juste un mot, quelle est la différence entre un dictateur et une démocratie? La dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, c'est cause toujours. Hein. Il faudrait peut-être arrêter cette très mauvaise division. À tout de suite, juste après cette petite pause avec Tatiana Ventose. Quel poème! Et puis n'oubliez pas de réagir 0826 300 300 pour poser toutes vos questions et pour intervenir dans l'émission. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et Tatiana Ventose est elle aussi dans tous ses états, mais c'est ce qui nous fait plaisir. Donc, il est revenu le temps des cathédrales. Tatiana Ventose, quand même, on a parlé aux antennes de la difficulté ou des difficultés que vous avez. Il va sortir votre livre. Il sort quand d'ailleurs Alors, il est en précommande jusqu'au 1er avril. Alors, pour ceux qui veulent le précommander, ils font comment? Il faut aller sur la page Tipeee, qui s'écrit TIP3E. 3E. Tipeee. D'accord. Et sur la page, il est venu le temps des producteurs, qui présente le livre. Et là, vous pouvez le commander jusqu'au 1er avril.
On aurait bien aimé, j'aurais bien aimé qu'il soit disponible en librairie. Malheureusement, ça risque d'être compliqué, donc je vais essayer de trouver des solutions. Pourquoi parce que ne serait-ce que les distributeurs, en fait, donc il y a un distributeur, je vais vous raconter l'anecdote tout de suite, c'est fait. Il y a un distributeur qui m'a contacté il y a un peu plus d'une dizaine de jours. Donc le distributeur, c'est la personne qui référence le livre sur un catalogue, qui ensuite met les... Qui les diffuse en librairie, c'est ça, non? Oui, qui les distribue juste. C'est même pas un diffuseur, c'est juste un distributeur. Donc il met les livres dans les cartons et qui les envoie aux libraires quand les libraires leur envoient un bon de commande. En gros, c'est ça. Hein. Eh ben, ils m'ont contacté en me disant que le livre avait un vrai potentiel, que ça avait l'air très intéressant, que en plus il y a quand même une certaine communauté d'abonnés avec moi, donc voilà, que ça risquait de marcher. Et puis, donc ils m'ont fait faire des réunions de travail. Et puis, une semaine après, ils m'ont dit finalement non, on n'est pas sur la même ligne idéologique. Donc, vous vous rendez compte, c'est comme si la Poste me disait, j'envoie pas votre courrier parce que vous êtes une sale fasciste. Quoi. Enfin, c'est d'accord. C'est délirant, c'est délirant. Et ça vient. C'est la petite chose en plus, vous voyez, qui s'est passée la semaine dernière. Alors, vous avez pris contact avec des éditeurs aussi avant. Oui, alors ça, c'est pour pouvoir imprimer le livre, faire imprimer le livre. Voilà, ça, et puis, normalement, il faut passer. Le diffuse dans les librairies, etc. C'est ça, et ensuite, ça passe par le distributeur. Mais en amont, effectivement, il y a la question de l'édition. Alors, qu'est-ce qui donc, s'est j'ai contacté des maisons d'édition, y compris celles qui m'avaient déjà publié précédemment. Et on m'a dit, après m'avoir un petit peu fait mariner, en me disant, oui, c'est très bien écrit. Vraiment, le raisonnement est implacable, la démonstration est très juste, vraiment, mais dithyrambique, les retours. Mais en fait, on va pas vous publier parce que c'est trop radical pour avoir sa place dans notre catalogue. J'ai même un éditeur qui se targue d'ailleurs de publier des auteurs un peu dissidents. Que j'ai contacté à la suite de ça en me disant les éditeurs dissidents au moins ils n'ont pas peur de la vérité, il n'y a rien de répréhensible légalement dans le livre, on est bien d'accord. Pas d'appel à la haine, pas d'appel aux diffamations, non, il n'y a rien rien d'illégal en tout cas. Et donc cet éditeur dissident que j'ai contacté m'a dit oh non mais quand même moi ça me heurte, c'est presque du registre de la guerre civile. Donc je ne l'éditerai pas. Et j'ai pas le droit de vous dire le nom parce que ça relève de la conversation privée, mais honnêtement que cet éditeur-là me dise qu'il a peur d'un registre de la guerre civile, je trouve ça assez cocasse. Oui, non, mais de toute façon, ça en dit long quand même, ça en dit long. Et vous sur la lâcheté généralisée, effectivement, et l'autocensure de partout. Ouais. Parce que même le distributeur m'a dit non mais en fait on veut pas d'inimitié avec d'autres petits éditeurs, avec des libraires, avec des machins. Mais vous vous rendez compte où on en est rendu? Encore une fois, j'insulte personne, je ne fais qu'une analyse. Et en plus, j'essaye de proposer une analyse qui, à moi, me paraît satisfaisante et qui explique comment on en est arrivé à cette situation dramatique et comment on peut s'en sortir. Enfin, je veux dire, ça essaye quand même d'être constructif. Les documents... Ce dont je parle, les faits qui se sont passés dans l'histoire sont documentés, c'est avéré, je n'invente rien. De toute façon, vous êtes une analyse, vous faites votre analyse, et vous avez le droit de faire votre analyse et qu'elle soit publiée. Oui. Voilà, en dehors après on peut être totalement en désaccord avec vous ou en accord avec vous, ça me paraît la première étape, c'est quand même celle de l'expression. Ah oui. Mais aujourd'hui, si vous n'êtes pas dans les clous, il faut vous débrouiller tout seul. Mais en vrai, regardez, ça a été un petit peu un coup dur au début, je vous le cache pas, mais après coup, je me suis dit, depuis presque 10 ans en fait que je fais la chaîne sur YouTube, qu'on fait la chaîne sur YouTube avec une petite équipe, en fait, c'est systématiquement ça qui s'est passé. C'est-à-dire que systématiquement, en fait, le système nous a dit non, vous n'êtes pas dans les clous, restez marginaux, etc. Et en fait, systématiquement, on a fait le pari d'aller jusqu'au bout de notre truc, de faire ce que nous, on pensait qu'on avait à faire, de dire la vérité telle qu'on la voyait. Ouais, c'est ça. Et vous avez beaucoup d'abonnés 312 000 sur Tatiana Ventose et un peu plus de 308 000, si je ne m'abuse, sur le fil d'actu. Ouais, c'est très joli. C'est-à-dire que effectivement, les gens hors médias et tout ça vous suivent. En médias, je parle établi. Oui, après, moi, c'est pas le nombre d'abonnés en soi qui compte, mais c'est de me dire que ce qu'on fait, ça parle à des gens et du coup, c'est pas inutile. Et pour mon livre, c'est pareil, en fait. Et vous savez, c'est bête, mais le fait que tous ces éditeurs, en fait, m'aient dit
En sous-texte, on ne publiera pas ce livre parce qu'il est dangereux pour nous, parce qu'on s'est reconnu comme faisant partie de cette classe dirigeante qui a confisqué le pouvoir aux Français. Eh bien, quelque part, ça m'a renforcé dans ma détermination à me dire il faut que ça sorte. C'est pour ça, en fait, qu'il faut que ce livre sorte, parce que, précisément, en haut, ils veulent surtout que ça reste tu, que ces vérités-là restent tu. Oui, ce qui est quand même étonnant, je trouve qu'il y a un problème neuronal chez certains, je ne veux accuser personne, mais est-ce qu'ils savent qu'à un moment donné, la marge rejoint la page ? Toute l'histoire de l'humanité, c'est ça, hein. Ceux qu'on considérait comme marginaux, complètement dissidents. Enfin, c'est du b.a.-ba, quoi. Je n'invente rien. Les derniers seront les premiers. Non, mais c'est même pas ça. C'est qu'à un moment des Galilée, c'était quoi? Je veux pas me comparer à Galilée encore. Non, on ne sait jamais, hein. Non, mais. J'espère que je vais pas finir pareil, surtout. Des gens disent, et oui, pourtant elle tourne. Et puis, je ne parle pas des écrivains, je parle pas des gens qui ont été censurés, opprimés. Donc, c'est plus le problème. Alors, simplement, pour vous, je rappelle quand même, pour vous aider pour la publication du livre, c'est Tipeee, T-I-P-E-E. 3 E, oui c'est ça, 3 E, c'est intéressant. Pas point quelque chose, non? .com ou .fr. Bon, point ou fr, tipeee.fr. Si vous tapez Tipeee, il est venu le temps des producteurs sur c'est très bien. Moteur de recherche, vous tomberez dessus. Alors pour revenir quand même, alors justement au fait, mais c'est quand même intéressant, c'est pour ça que il fallait parler de ça. C'est intéressant de voir qu'un sujet, parce qu'ils vous disent en même temps c'est bien écrit, ils auraient pu vous dire ouais non mais ça vaut rien, enfin c'est pas mal. Ah, mais ils m'ont tous vanté le style littéraire en me disant mais écoutez, de nos jours plus aucun auteur n'écrit comme ça, il y a une qualité de style. Ah non mais je vous jure, enfin c'est... Du coup, je commence à lire le mail, je me dis, bon, c'est bon. Ah ben non, c'est dommage. C'est très étonnant. Enfin, c'est très étonnant. Et en même est-ce temps, que c'est vraiment étonnant au final? Non, c'est révélateur, mais vous avez peut-être pas eu. Il y a sûrement des gens qui auraient pu. Vous n'avez pas fait le tour de tous les éditeurs. Hein, j'ai envoyé le manuscrit. Oui, mais j'ai envoyé le manuscrit à quoi? Une cinquantaine quand même? Ah oui, et tous même chose. La plupart n'ont pas répondu. Avec des lettres classiques, ils ne correspondent pas à notre programme. Non, la plupart ne se sont même pas embêtés à répondre. Il y en a qui ont répondu, alors un petit peu tard, puisque j'avais déjà lancé le processus pour faire l'édition, par moi-même, avec l'équipe du Fil d'Actu, justement. Mais qui m'ont répondu en me disant, oh là là, c'est génial, moi ça me parle beaucoup, vraiment. En plus, parce que je parle un petit peu de là où j'ai grandi, qui est le pays Haut-Lorrain, donc où il y avait une industrie. Vous avez sûrement entendu parler des grandes grèves de Longwy. Moi, j'ai grandi entre Longwy et Villerue. Ah oui. Vous avez grandi. Moi, je suis de là-bas. J'ai grandi quand j'étais petite. Il y avait encore le crassier, donc le tas de gravats, déchets industriels. Voilà. Donc j'ai grandi vraiment à l'ombre de ces usines qui étaient déjà fermées, avec les récits de la lutte des anciens. De la génération d'avant, qui s'était battue pour empêcher justement que le mondialisme en fait vienne leur enlever leur outil de travail, leur outil de production. C'était presque 20 000 ouvriers juste sur les sites de Longwy et Longlaville. Vous vous rendez compte, c'était voilà. Donc la personne d'un éditeur là qui m'a répondu. Quelques semaines, avec quelques semaines de retard, on va dire. Elle me dit, donc moi ça me parle, en plus je connais très bien le coin, etc. Mais nous on publie pas d'essais politiques, de toute façon, donc il faut aller voir ailleurs. Mais par contre c'est vachement bien, voilà. Et je vais sur leur site, je ne vous mens pas, je vais sur leur site, c'est écrit, nous sommes une maison d'édition, nous publions des essais. D'accord. Et oui, on dirait une blague. Oui. Mais qu'est-ce que vous voulez vous les génies à ce moment-là, c'est toujours pas. C'est pas nous, c'est l'autre. On veut pas entendre parler, etc. On veut pas prendre de risques. On est des lâches. Écoutez, assumez d'être des lâches, quoi. Il y a pas de problème. En tout cas, écoutez, on va suivre ça. Je crois que nous avons des auditeurs, justement, qui ont envie de vous poser des questions, Tatiana. C'est même une auditrice. Nous avons Anne-Catherine qui nous appelle depuis le Gard. Bonjour Anne-Catherine. Bonjour Anne-Catherine. Oui, bonjour André, bonjour Tatiana. Tout d'abord, merci Tatiana pour la clarté et la pertinence de vos propos. Merci à vous. Du coup, je suis ravie d'avoir fait, de prendre connaissance de ce que vous défendez, tout simplement. Merci. Merci André aussi pour vos émissions qui sont passionnantes. Merci. Alors, moi, j'avais deux choses. Allez-y, Par Anne-Catherine. rapport à ce que vous disiez à l'instant, il y a l'appel de Westminster qui montre quand même que, Tatiana, vous n'êtes pas la seule à vous être heurté à cette omerta qui peut exister quand on essaie de donner une autre lecture des faits. Et l'appel de Westminster, donc c'est un ensemble de journalistes qui a signé le droit à une information qui n'aille pas
tout le temps dans la ligne définie mainstream, on va dire. Donc une information pluraliste, tout simplement. Eh oui, c'est tout simple. Voilà. Il faut l'appliquer. Et il y en a qui l'appliquent, il faut dire, il ne faut pas généraliser. Et merci à Sud Radio, effectivement, oui. Et merci à d'autres médias qui font énormément d'efforts dans ce sens-là. La deuxième chose, c'est que ce qui m'a frappé tout à l'heure, c'est que le diagnostic posé, je l'ai trouvé génial, très très pertinent et simple, mais justement très éclairant par sa simplicité. Néanmoins, pour aller jusqu'au bout, il me semble qu'on pourrait dire que l'antidote à ce problème majeur, c'est que les sociétés qui le peuvent, au lieu de fermer, comme ça a été le cas si souvent, eh bien qu'elles disent quand c'est possible, eh bien on récupère l'outil de production, les ouvriers le rachètent et on continue. Oui. Et il y a des très 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 belles histoires comme ça. Je repense à une que j'avais lue. Vous pensez à LIP? Il peut y avoir LIP, il y en a plusieurs. Je cherchais le nom d'une fonderie extraordinaire. Où ils sont redevenus maîtres de l'outil de production. Et là, ces gens-là ne sont pas dans la recherche du profit de manière effrénée. Et Anne-Catherine, pardon, ces gens-là, peu importe, enfin, on trouvera le nom. Et ça marche aujourd'hui? Ça marche encore ou pas? Mais ça marche du feu de Dieu. Ils ont des commandes et leur carnet est rempli. Je suis un peu vexée d'avoir oublié. Je sais qu'ils sont dans le sud-ouest de la France. Et voilà, quand il y a une volonté, eh bien, on peut reconstruire les choses et surtout ne pas se mettre dans la main des financiers qui, eux, vont appliquer leur business plan, vont couper dans tout, dans la masse salariale, dans tout, et pour finir, vont délocaliser et ruiner ce qu'ils avaient acheté 5 ans auparavant. Merci Anne-Catherine, merci. Juste, vous voulez ajouter quelque chose là? Oui, je voudrais élaborer en fait là-dessus parce que je suis totalement d'accord. Et moi, j'ajouterais que en fait, c'est le rôle de l'État et le rôle des dirigeants politiques de soutenir ces initiatives-là en organisant la société de manière à ce que ce soit faisable. Parce que sinon, on se retrouve dans une situation où malheureusement, il y a quelques petits bastions de résistance, mais ça ne fait pas malheureusement un modèle de société. Et ce sont quelques petits bastions de résistance qui restent le pot de fer contre, le pot de terre contre le pot de fer, pardon. Et malheureusement, il y a un moment où ça risque de s'éclater au sol. Et moi, je pense que il y a un vrai enjeu à ce que les Français se réapproprient les institutions, se réapproprient l'espace politique de manière à pouvoir organiser la société de cette façon-là que vous avez décrite. C'est vrai, vaste programme et travail d'Hercule. Non, mais le problème, il est posé. Moi, je vois très bien, quand Trump, on aime ou on n'aime pas Trump, quand il dit aux Chinois, écoutez, les voitures, on va poser 100% de taxes, alors qu'on a supprimé toutes les taxes, comme pour le poulet ukrainien. Voilà, c'est des choses assez simples à faire. Hein. Après, on voit... On va marquer une dernière courte pause sur Sud Radio. Après, on aura Daniel qui nous appelle depuis la Gironde. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Sud Radio 13h45, nous sommes toujours avec Tatiana Ventose qui vient nous voir aujourd'hui pour le face-à-face et nous avons Daniel qui nous appelle depuis la Gironde. Bonjour Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour. Bonjour Monsieur Berkov, bonjour à votre invité. Et d'abord félicitations à Monsieur Berkov d'une part pour son courage et d'autre part pour sa persévérance. J'essaie de ne jamais rater son émission autant que je le peux. Merci. Je voulais dire à votre invité la chose suivante. Vous avez sans doute remarqué qu'elle a quelques difficultés à définir précisément ce qu'est la production qu'elle veut sauvegarder. Et je vous dis tout de suite que je suis entièrement d'accord avec ses conclusions. Et que ces conclusions sont très importantes. Mais ces difficultés à la définir, je voudrais donner un avis un peu différent. En réalité, les ménages ne peuvent pas dépenser plus que ce qu'ils gagnent. Une entreprise ne peut pas dépenser plus que ce qu'elle vend. Et un État, et la France, ne peut pas importer, c'est-à-dire acheter à l'étranger, plus que ce qu'elle ne vend à l'étranger. Et c'est là qu'on voit que la disparition de notre production, que je définirais avec d'autres mots, nos exportations, sont dramatiques. Parce que l'on n'exporte presque plus rien, parce qu'on ne produit presque plus rien. Et donc c'est effectivement tout l'avenir de la France qui est en jeu dans cette production, l'avenir de la France et du pouvoir d'achat des Français.
J'en pleurerai quand j'entends des partis politiques dire on va baisser la TVA pour augmenter le pouvoir d'achat, on va faire ci, on va faire ça. Pour augmenter le pouvoir d'achat, il faut produire plus. Oui, bien sûr. Voilà ce que je voulais dire pour l'essentiel. Je crois que vous êtes d'accord, Tatiana. Oui, effectivement. Enfin, moi, c'est ce que je vous dis depuis le début, que la production, pour moi, c'est le cœur de tout. Et c'est ce que je vous expliquais par rapport aux services tout à l'heure. C'est que effectivement, les fonctionnaires, les infirmières, les enseignants ne sont pas des producteurs et dépendent même, en réalité, de la richesse de la France pour fonctionner. Donc ils dépendent de la production. Et la production, c'est quoi? C'est la production matérielle de richesses concrètes qui permettent la survie de la nation à court, à moyen et à long terme. Je crois que Merci beaucoup Daniel pour votre appel. On a Jean-Paul qui nous appelle depuis Draguignan. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Oui, bonjour André, bonjour madame. Eh bien écoutez, je partage en totalité les propos de votre invité vous concernant, madame, mais je voudrais rajouter quelque chose. Je pense que depuis 40 ans maintenant, les politiques successives que nous avons subies, parce que je parle de subir, ont fait qu'on a détruit aussi quelque chose qui était très important dans la productivité, c'est la fraternité des hommes et des femmes. C'est-à-dire qu'avant cette Europe complètement, pour moi, à l'envers de ce qu'elle devrait fonctionner, on faisait partie d'un pays. Et que l'on soit d'accord ou pas politiquement, on pouvait se revendiquer d'une forme de fraternité et respecter les autres peuples en tant que tels. Aujourd'hui, tout a été détruit, repensé par une main-d'œuvre que l'on a importée dans notre pays à l'excès. On voit bien en plus qu'il n'y a plus le travail nécessaire pour ces personnes. Et tout cela contribue à créer une société qui se divise, qui se fracture complètement. On pouvait, il y a de cela une trentaine d'années, travailler dans une entreprise où il y avait 30 personnes, et je parle par exemple de l'entreprise du bâtiment, ne pas avoir les mêmes idées politiques, ne pas penser les mêmes choses, et pouvoir travailler et fraterniser ensemble. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Voilà. Alors, tout cela est aussi très mauvais. Oui, Jean-Paul, merci. Voilà ce que je voulais dire. Oui, merci Jean-Paul. Tatiana, société fragmentée, société divisée, société archipélisée, on en parle aussi. Et est-ce que les producteurs, justement... Alors, moi, je ne souscris pas du tout à la thèse de la société archipélisée, puisque, à mon avis, et j'en parle d'ailleurs dans le livre, il y a tout un chapitre là-dessus, c'est une tactique de diversion et de division, même d'éclatement de la classe dirigeante pour expliquer que les Français seraient tous des individus avec des besoins différents, des envies différentes, des vies tellement différentes qu'on ne pourrait plus faire nation et qu'on ne pourrait plus avoir un destin commun. Et je pense que faire croire ça aux Français, c'est une manière aussi de faire en sorte que les producteurs ne prennent pas conscience de la force qu'ils ont ensemble. Oui, on se demande... Alors justement, le vrai problème, c'est la prise de conscience aussi. Mais par rapport à l'Europe, parce que Jean-Paul parlait d'Europe, vous, quels sont, encore une fois, quels sont vous... Est-ce que vraiment les producteurs, justement, français, dont vous parlez, puisqu'on parle de la France, peuvent prendre conscience avec ce qui se passe avec l'Europe, quand même, qui détermine aujourd'hui, on le sait, 70 à 80% des normes, des instructions, des oukases, appelons-le comme on le veut. Vous êtes, vous, Europe ou pas Europe dans ce cas-là? Alors, être Europe ou être pas Europe, j'ai envie de dire, c'est un continent. Donc, voilà, l'Union européenne, c'est autre chose. Ce que je veux dire. Mais c'est bien de définir les mots, parce qu'ils ont réussi à assimiler un continent géographique, un ensemble de peuples qui vivent côte à côte depuis des millénaires, à une institution qui a 70 ans et qui a été fabriquée dans le but précis, qui était de libérer le marché, de favoriser la prétendument libre circulation des biens, des personnes, et des capitaux. Voilà. Donc en fait, c'est un cheval de Troie de la finance internationale, cette Union européenne. Vous, il faut en finir avec l'Union européenne quelque part. C'est pas il faut en finir en fait, c'est que étant donné que c'est un moyen. Elle est là. Je parle de l'Union européenne. Laissez-moi en venir au fait. Je vous dis juste que appliquer un programme qui remet
la priorité à la production en France. Ça veut dire, très concrètement, des barrières douanières. Ça veut dire le contrôle des frontières. Ça veut dire le contrôle des capitaux. Ça veut dire tout un tas de choses, un tas de régulations qui sont effectivement incompatibles avec les institutions de l'Union européenne telles qu'elles sont aujourd'hui. Donc en fait, ce n'est pas tant un préalable qu'une conséquence que la France va devoir s'émanciper d'une manière ou d'une autre. Et ça, ce n'est pas à moi de décider comment, puisque je ne suis pas là pour vendre un programme politique, mais ce sera aux producteurs d'en décider de quelle est la meilleure manière de s'émanciper de ces règles européennes-là, puisque finalement, si vous regardez, les Italiens ont le même problème, les Allemands ont le même problème, on l'a vu avec la crise agricole, dans toute l'Europe, les producteurs ont le même type de revendications. Oui, donc chacun à un moment s'en donné... sort d'une manière différente. Mais oui, enfin bon. Mais du coup, il va peut-être falloir que ce soit à nouveau la nation qui décide pour elle-même. C'est ça pour moi la souveraineté en fait. Et si ça ne plaît pas à l'Europe, eh bien tant pis. C'était un outil de toute façon qui était au service de la classe dirigeante. Ouais, donc c'est pour ça que quand vous dites c'est après, non, c'est la condition sine qua non. Je veux dire, il y a une condition nécessaire, peut-être pas suffisante, c'est que si on n'abolit pas un certain nombre de règles de l'Union européenne. Oui. Non, je dis même pas Frexit. Non, oui, mais même pas. non, mais je suis d'accord. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut débattre si c'est l'un ou l'autre d'abord, effectivement. Mais en attendant, effectivement, moi là, ce qui je pense. Encore une fois, c'est parce que je préconise. C'est ce qui, je pense, va être nécessaire pour que la France ne meure pas, pour que les Français physiquement ne meurent pas. Parce que quand je parle de mourir, je parle de mort réelle. Voilà. Hein, vous dites que la France peut mourir physiquement. Et bien sûr. C'est ça ce que vous êtes en train de dire. Oui, les Français vont mourir physiquement si nous n'avons plus à manger. Oui. Si nous n'avons plus d'énergie, si nous ne fabriquons plus rien, on va mourir. Mais nous aurons l'Amérique du Sud, nous aurons les insectes, nous aurons les vaches. Mais enfin, Tatiana. Jusqu'au jour où ces pays-là vont décider d'arrêter de nous livrer. Je vous rappelle ce qui s'est passé il y a 3-4 ans. Au moment d'un certain confinement, d'une certaine pandémie, on ne fabrique plus de masques. Et de matériel de protection en France. Oui. Et la Chine a fait quoi? Elle a décidé, finalement, on va les garder pour nous parce que nous sommes dans une situation critique. Et c'est exactement ça, en fait. C'est l'une des conséquences, et ça a été révélé au grand jour en 2020 avec la crise du Covid, si vous voulez. Mais c'était ça, en fait, le problème de fond. C'était l'échec total et absolu du libre marché. Parce que les autres pays, et qu'il s'agisse des pays des BRICS ou même d'autres pays européens, eux, ils pensent à leur avenir, ils pensent à leur intérêt et à l'intérêt de la survie de leur population. Donc si demain, le Parti communiste chinois décide de nationaliser les entreprises que nous avons délocalisées là-bas, que nos dirigeants ont envoyées là-bas avec les unités de recherche et développement, là où ils ont formé aussi les ingénieurs et les futurs chercheurs, qu'est-ce que va faire la France? Rien. Elle ne pourra rien faire. Oui. Donc la seule manière de se sortir en fait de cette situation-là, c'est de rompre avec la logique de libre marché. Et dans la mesure où les institutions européennes... sur nos propres ressources. Exactement. Parce que nous en avons. La France est un pays qui a une terre qui est riche. La France est un pays qui a des ressources. Et pour un si petit pays, on en a remontré au plus grand dans notre histoire. Et on s'est relevé d'épisodes extrêmement douloureux. Donc moi, je pense qu'il y a encore de l'espoir. Mais... c'est pas entre mes mains, c'est entre les mains des producteurs. Bon, alors si Tatiana Ventose ne s'engage pas en politique, ça va pas du tout. Vous savez très bien que votre destin est tracé, Tatiana. Ah bon carrément. Évident. Non mais voilà. J'ai été engagée, ils m'ont trop saoulé, c'est bon. Il y aura d'autres occasions, peut-être plus. En tout cas, ce livre, écoutez, il faut qu'il paraisse, il va paraître, aidez-le, vous savez comment. Et de toute façon, c'est très important que des personnes comme Tatiana Ventose, que l'on soit d'accord avec elle partiellement ou pas, puissent s'exprimer parce qu'il y a une cohérence. Et encore une fois, un pays où la liberté d'expression n'est pas garantie est tout ce qu'on veut, sauf un pays démocratique. Merci beaucoup. Merci beaucoup Tatiana Ventose d'avoir été avec nous. En attendant votre livre, on vous retrouve sur votre chaîne YouTube Tatiana Ventose. Merci à tous de nous avoir écoutés. André Berkoff, on se retrouve demain de midi à 14h. Et tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. À demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.